4. Juste en bas, il y a une très jolie jeune femme qui traverse la rue. Il me semble qu'elle se dirige vers notre entrée. J'ai fortuitement posé un regard distrait sur votre compte-rendu de mes travaux. Ah oui? Et franchement, je ne vous en félicite pas. Ah. L'enquête policière est une science exacte. Observation, déduction et objectivité dans le jugement. Vous avez teinté vos récits d'un romantisme mal à propos, comme si vous vouliez confondre une histoire d'amour avec une proposition d'Euclide. Oh, qui cela peut-il être? Et il y a une jeune dame qui demande à voir Monsieur Holmes. Miss Mary Marston, je n'ai pas souvenir de l'avoir rencontrée. Je vous prie de me suivre. Restez, docteur, je peux avoir besoin de vous. J'avais raison. Merci. Miss Marston. Comment allez-vous? Je suis venue vous voir, Monsieur Holmes, parce que par le passé, vous avez aidé mon employeur, Mrs. Forrester, à résoudre les démêlés d'une affaire de famille compliquée. Elle m'a beaucoup parlé de votre courtoisie et de votre habileté. Je vous remercie. Il est difficile d'imaginer situation plus étrange et plus mystérieuse et inexplicable que celle dans laquelle je me trouve malgré moi. Venez-en aux faits. Excusez-moi, je dois me retirer. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais que votre ami reste. Je pense que ses conseils peuvent être d'une aide précieuse. Je resterai donc. En résumé, les faits sont les suivants. Mon père était officier dans un régiment en Inde. Ma mère mourut, j'avais alors... je n'étais qu'une enfant. Je fus obligée de rentrer à la maison. Malgré le fait que je n'avais ici aucun parent. J'ai été placée dans une confortable pension à Édimbourg où je suis restée jusqu'à l'âge de 17 ans. En effet, cette année-là, mon père, qui était alors capitaine de régiment, obtint une permission d'1 an et rentra à la maison. Il envoya un télégramme depuis Londres disant qu'il était arrivé sans encombre et qu'il fallait que je m'empresse de le rejoindre à l'hôtel Lanham où il était descendu. Son message était, je me souviens, plein d'émotion et de tendresse. Arrivé à Londres, j'allais directement au Lanham Hotel et l'on m'informa que le capitaine Morstan y avait une chambre, qu'il était sorti la nuit d'avant mais qu'il n'était pas encore rentré. Je l'ai attendu. Toute la journée. Sans nouvelles de lui. Ainsi, le soir venu, le directeur de l'hôtel m'a conseillé de faire appel à la police. Le jour d'après, j'ai fait mettre une annonce dans tous les journaux. Nos recherches ne donnèrent aucun résultat. Depuis ce temps-là, jamais je n'ai eu le moindre signe de vie de la part de mon père. Il était plein d'espoir et si heureux de ce retour au pays. Il allait retrouver la paix et un peu de réconfort. Et au lieu de cela... Quelle date? Le 3 décembre, il y a 10 ans exactement. Ces valises? Elles sont restées à l'hôtel.
Oh, elle ne contenait rien qui aurait pu nous mettre sur une piste. Quelques vêtements, quelques livres et un nombre surprenant de souvenirs provenant des îles Andaman. Mon père avait fait partie des officiers chargés de surveiller les forçats sur cet archipel. Watson, vous avez fait un tel désordre. Avait-il des amis à Londres? Seulement un, à ma connaissance. Le major Sholto, qui était du même régiment. Du 34e d'infanterie à Bombay. Nous avions pris contact avec le major, mais... à ce qu'il paraît, il n'était pas au courant que son vieux camarade était en Angleterre. Une affaire singulière. Je n'ai pas encore fini de vous raconter la totalité de l'énigme. 4 ans plus tard, une annonce est parue dans le Times. Miss Mary Morstan était priée de faire connaître son adresse et l'on stipulait qu'il était de son intérêt de répondre à l'annonce. L'auteur en était anonyme. Je venais à l'époque d'entrer au service de Mrs. Cecil Forrester en ma qualité de gouvernante, et sur ses conseils, je fis publier mon adresse dans la même rubrique du Times. Le jour de sa parution arriva par la poste, emballé dans un petit paquet qui m'était adressé, une très grosse perle, magnifique, d'un éclat remarquable. Aucune carte de visite n'était jointe. Et ainsi, chaque année suivante, exactement à la même date, me parvenait semblable boîte contenant une perle de la même taille, toujours sans aucune indication. Je les ai montrées à un expert qui m'a affirmé qu'elles avaient une valeur considérable, car elles étaient d'une variété très rare. Si vous voulez juger par vous-même de leur beauté... Votre affaire est des plus intéressantes. S'est-il produit un autre événement? Oui, aujourd'hui, il y a eu du nouveau. C'est pour cela que je suis venue vous voir. Cette lettre est arrivée par le courrier de ce matin. J'imagine que vous préférerez la lire vous-même. L'enveloppe aussi. Le tampon de la poste indique le 7 octobre, une empreinte d'un pouce sur le coin droit, probablement celle du facteur. Bonne qualité de papier, à 6 pence le paquet, fourniture de bureau sans doute. Watson. Soyez ce soir devant une des colonnes à l'extérieur de l'école de théâtre à 7 heures très précises. Si vous avez peur, amenez 2 amis. Vous êtes victime d'une injustice qu'il faut réparer. Ne prévenez pas la police, si vous le faites, tout sera perdu. Votre ami anonyme. Nous voici devant une autre inconnue du problème. Qu'allez-vous faire, Miss Marston? C'est cela que je suis venue vous demander. Parfait, alors nous irons ensemble. Le docteur Watson nous accompagnera. Votre correspondant vous autorise à emmener 2 amis. Mais souhaitez-vous venir? Je serai fier et heureux de pouvoir vous rendre service. Vous êtes pour moi très gentils tous les deux. J'ai eu une vie très retirée et je n'ai pas d'amis sur lesquels je puisse compter. Je suppose qu'il conviendrait que je sois ici à 6 heures? Oui, mais surtout pas plus tard. Au revoir, Miss Marston. Au revoir, monsieur Holmes. À ce soir. Entendu. Achetez ces quelques fleurs. Elles sont belles. Elles coûtent pas cher. Oh non, je vous remercie. Quelle jeune femme séduisante. Il est primordial de ne jamais se laisser influencer par les qualités personnelles d'un client. Le client, pour moi, est une simple unité, le facteur d'un problème. Holmes, vous avez la même sensibilité qu'un boulier chinois. Il y a quelque chose de profondément inhumain chez vous. Je vous assure pourtant que la plus charmante des femmes que j'ai connues avait empoisonné ses 3 enfants pour toucher l'assurance vie. Par contre, l'homme le plus répugnant que j'ai connu au cours de ma carrière était un philanthrope qui avait donné 1 demi-million aux pauvres. Dans ce cas, alors, Et je n'admets aucune exception. Une exception réfute la règle. Je dois sortir, je reviens dans 1 heure. Avait-il des amis à Londres? Seulement un.
à ma connaissance. Le major Sholto, qui était du même régiment. Il n'y a aucun mystère dans cette histoire. En fait, je ne vois qu'une bonne explication. Quoi? Vous auriez déjà percé le mystère? J'ai découvert en consultant les archives du Times que le major Sholto de la bourgeoisie de Norwood, officier du 34e d'infanterie à Bombay, est décédé il y a bientôt 6 ans. Miss Hudson, vous êtes d'une lenteur exaspérante. Je suis obtus sans doute, mais je ne vois pas encore où vous voulez en venir. Vraiment? Ah, cela me surprend. Essayez de suivre mon raisonnement. Le capitaine Morstan disparaît. La seule personne à Londres à qui il aurait pu rendre visite est le major Sholto. Or, le major Sholto n'y avoir eu connaissance du retour de Morstan en Angleterre. 4 ans plus tard, Sholto meurt. La semaine où il décède, Mary Morstan reçoit un cadeau d'une valeur remarquable. Cadeau qui se répète d'année en année. Et à présent, le point culminant de l'affaire est cette lettre qui décrit Mary Morstan en victime d'une injustice. À quelle injustice fait-on référence si ce n'est la disparition de son père? Le maître ruban, les balles... Pourquoi ces envois anonymes ont-ils commencé juste après la mort de Sholto, si ce n'est parce que l'héritier de Sholto était mêlé à la disparition de Morstan et agissait à titre de compensation? Êtes-vous prêt, Watson? Je ne cesse de vous attendre. Vous connaissez le théorème, avez-vous une autre solution? Non, mais je trouve que cette façon de dédommager les gens est plutôt étrange. Quelle heure est-il? Il est 5h15. Bonsoir, Roberts. Bonsoir, monsieur Holmes. Pour quelle raison a-t-on écrit cette lettre maintenant, après 6 années de silence? D'autre part, la lettre parle de lui rendre justice. Quelle justice peut-on encore avoir à lui rendre? Il est difficile de croire que son père est encore en vie. Je ne vois pas de quelle autre injustice elle aurait pu être victime. Difficile de se l'imaginer, en effet, mais c'est une proposition à ne pas rejeter. Bonsoir, monsieur Holmes. J'espère ne pas être en Bonsoir. retard. À propos, on a retrouvé dans les papiers de mon père un document très curieux que personne n'a pu déchiffrer. Peut-être qu'il n'a pas la moindre valeur ni la moindre importance, mais j'ai préféré vous le montrer et que vous jugiez par vous-même. Ce papier me semble de fabrication indienne. Il a été épinglé par les bords sur un tableau. Le diagramme y figurant semble être le plan d'une importante construction, comportant de nombreuses salles, couloirs et passages. Une petite croix a été marquée à l'encre rouge. À côté, on a noté 3,37 vers la gauche. On a aussi dessiné un étrange hiéroglyphe. Le signe des 4. Kartar Singh, Inderjit Singh, Yajodis Singh et Jonathan Small. Ce document a été conservé dans un portefeuille précieusement à l'abri de la saleté. C'est en effet dans son portefeuille que nous l'avons trouvé. Conservez-le avec soin, Miss Morstan. Parce que l'énigme à laquelle nous sommes confrontés paraît être beaucoup plus difficile à résoudre que je ne le supposais au début. Dites-moi, vous ne seriez pas les personnes qui devaient venir avec Miss Morstan? Je suis Miss Morstan, et ces 2 messieurs m'accompagnent. Il faut que vous me donniez votre parole qu'aucun de ces 2 gentlemen ne fait partie de la police. Vous avez ma parole.
Le maître vous attend. Montre-leur le chemin, Kit Mugard, qu'ils viennent directement me voir. Je suis votre humble serviteur. Votre serviteur, gentleman. Entrez dans ce modeste sanctuaire. J'espère que l'odeur de mon tabac ne vous incommodera en aucune manière. La merveilleuse et grisante fumée de ce tabac hindou. Je me sens un peu nerveux, j'avoue. Trouver dans mon narguilé un bien-être et un profond... réconfort. Excusez-moi, monsieur Sholto. Je suis venue ici sur votre invitation afin d'apprendre ce que vous avez à me révéler. Il se fait tard et je désirerais que notre entretien soit le plus court possible. Accordez-moi de votre temps précieux. Nous devons nous rendre à Norwood. J'ai mon frère Bartholomé. Nous devons parler avec lui. Oui, nous devons tirer le meilleur du frère Bartholomé. Il est très en colère contre moi à cause de la grave décision que j'ai prise à votre sujet. Vous ne pouvez pas vous imaginer quel personnage terrifiant il est lorsqu'il est en colère. Si nous devons encore aller à Norwood, il serait peut-être préférable de partir tout de suite. Non. Non, ce ne serait pas très sage de notre part. Quelle serait sa réaction si je vous emmenais le voir sans même le prévenir? Et puis je dois vous préparer à cette entrevue. Que vous sachiez quelle place nous tenons tous, chacun de nous dans cette histoire. Je dois vous exposer les faits, la vérité, du moins tout ce que je peux savoir. Mon père, feu le major John Sholto, vint habiter la résidence Pondichéry aux alentours de Norwood. Voici maintenant 11 années de cela. Il avait fait fortune en Inde et rapporta avec lui une somme d'argent considérable, une collection d'objets rares, d'une très grande valeur, et une dizaine de serviteurs hindous. Il vivait dans l'opulence grâce à ses énormes richesses. À l'époque, mon frère et moi étions à l'université. Inconsciemment, nous ressentions déjà un mystère, un danger qui planait autour de notre père. Il avait très peur de sortir seul. Et il engagea 2 employés, 2 gardes du corps pour le protéger. Williams, le cocher qui vous a conduit ici ce soir, était l'un d'eux. Je ne sais pas pour quelle raison, il n'en a jamais parlé. Mon père avait un profond dégoût pour les hommes ayant une jambe de bois. Je me souviens qu'un jour il a tiré sur quelqu'un avec son revolver, un homme avec une jambe de bois. Un pauvre estropié qui était sans défense. Oui, je me rappelle qu'il avait versé une importante somme d'argent pour faire taire l'homme. Et puis, un jour, mon père reçut une lettre qui, de toute évidence, lui causa une émotion violente. Oh! Sortez! Sortez de cette pièce! Je vous ai dit de sortir!
bien contenir cette lettre. Jamais nous ne l'avons su. Depuis 4 ans, mon père souffrait d'une hypertrophie de la rate et depuis ce jour-là, très rapidement, la maladie le rendit de plus en plus faible. Un soir, le docteur nous informa qu'il n'y avait plus d'espoir et que notre père avait une révélation à nous faire avant sa mort. Mes chers fils, lorsque j'étais en Inde avec mon ami Morstan, nous avons pris possession d'un trésor inestimable. Je l'ai ramené avec moi jusqu'ici. Il est dans cette maison. Un jour, mon ami Morstan rentra des Indes. Il avait une permission d'1 an. Il me rendit visite le jour de son arrivée. Il venait me réclamer sa part du trésor. Nous avons donné notre parole, Sholto. C'était une promesse. Nous avons prêté serment. Cela s'est passé dans une autre vie, un autre monde. Une promesse est une promesse. N'essayez pas de me rouler, Morstan. Vous ne m'aurez pas avec vos balivernes, vous entendez? Mon Dieu. Il est mort, l'Al-Shodar. Vous n'avez rien à craindre, Saïb, je vais m'occuper de tout. Je n'ai pas voulu ça. C'est ainsi que ça s'est passé, Miss Morstan. Un regrettable accident dont mon père n'est pas vraiment responsable. Ce que vous nous racontez est scandaleux. La conduite de votre père est tout à fait inqualifiable. Je vous en prie, docteur. Je savais en mon fort intérieur qu'il était mort. Mon père n'était pas en bonne santé. Je me réjouis de savoir qu'il n'a pas souffert. Vous êtes une femme vraiment courageuse. Maintenant, j'aimerais connaître la raison de cette querelle. J'aimerais comprendre en quoi mon père était mêlé à cette histoire de trésor. J'ai le regret de vous dire que cela reste encore obscur pour moi, Miss Morstan. Concernant ce trésor, je ne possède que les dernières instructions. Ma dette envers la petite, juste avant de mourir. Cette pauvre enfant, cette pauvre Orphélie, la fille de Morstan. Cette maudite habitude d'être tellement pingre. Ce sale défaut qui toute ma vie m'a poursuivi. À cause de lui, j'ai perdu mon honneur. La vie de Morstan a droit à sa part. La moitié du trésor que nous avons ramené lui revient. Vous voyez, ce chapelet de perles qui décore la carafe de quinine. Il fait partie du trésor. Je pensais le lui envoyer, mais jamais. Je n'ai pu m'en séparer. Mes fils pourraient donner à Miss Morstan sa part du trésor. Le trésor d'Agra. Promettez-moi que vous le ferez. Le trésor est caché. Il se trouve... Ah! Faites-le partir! Ah! Pour l'amour du ciel, faites-le partir! Oh! Nous avons couru dans le jardin jusque sous le vitrail. Mais l'intrus avait disparu et mon père était mort. Rapidement, nous avons eu la preuve qu'on nous espionnait. D'autres personnes étaient dans le secret. Le lendemain de la mort de mon père, sa chambre a été visitée et l'on avait épinglé ceci sur sa poitrine. Remarquable. C'est le signe en écriture sikh du chiffre 4. Que signifiait ce paraphe ou qui pouvait être notre mystérieux visiteur, ça, nous ne l'avons jamais su.
Mon frère et moi étions complètement exaltés à propos de ce trésor dont notre père nous avait parlé, mais malgré tous nos efforts, jamais nous n'avons réussi à mettre la main dessus. C'était d'autant plus frustrant qu'au moment de mourir, il allait nous révéler la cachette. À en juger par la grosseur des perles du chapelet, nous pouvions aisément nous imaginer la splendeur du reste du trésor. Ces perles, en effet, sont d'une grande valeur et mon frère avait quelques difficultés à s'en séparer et à vous les envoyer. Pour tout vous dire, mon frère est enclin à avoir le même défaut que notre défunt père. La moindre des choses que je pouvais faire était de le convaincre d'envoyer à Miss Morstan chaque année une des perles à intervalles réguliers afin qu'elle ne soit pas démunie d'argent. Votre geste était très élégant. C'est... Je vous remercie de votre bienveillance. Nous étions en quelque sorte vos curateurs et je respectais la promesse que j'avais faite. Mon frère, lui, ne l'entendait pas de cette oreille. Moi, je pensais que nous avions bien assez d'argent, qu'il aurait été de mauvais goût, de très mauvais goût d'essayer de priver une jeune femme de son bien de façon aussi mesquine. Hier, un événement d'une extrême importance a eu lieu. Nous avons retrouvé le trésor, ce qui explique le message que je vous ai envoyé. Miss Morstan, à présent, il nous faut sans plus tarder aller à Norwood et réclamer notre part. Nous sommes attendus, mais je doute fort que l'accueil que l'on nous réserve soit des plus chaleureux. Allons-y. Vous avez été très correct du début jusqu'à la fin, monsieur Sholto. Ma santé, voyez-vous, est quelque peu chancelante. Je préfère me couvrir chaudement afin de ne pas prendre froid. Alors, après vous, Miss. Voilà. Nous avons creusé chaque parcelle du jardin sans aucun résultat. Mon frère, Bartholomé, est un homme très intelligent. Savez-vous comment il a réussi à trouver le trésor? Dites-moi. Il a pris des mesures partout dans la maison, à l'extérieur, de haut en bas, sur les côtés, partout. Ses calculs révélèrent que la maison était trop haute de 4 pieds. Il était là-haut, ça pouvait dire que mon père avait fait une chambre secrète. Alors nous avons défoncé le plafond. Une fois passé à travers, il était devant nous. Nous avions découvert la cachette de ce fameux trésor entre 2 chevrons. Il a estimé la valeur des bijoux à peu près 1/2 million de livres sterling. Oh, c'est Madame Merston. Ça ne peut être qu'elle. Elle est la seule femme habitant la demeure. Attendez-moi ici. Monsieur Thaddeus, oh, comme je suis contente de vous voir. Oh, vous ne pouvez pas savoir quelle joie c'est pour moi. Quel endroit bizarre. Oui, on a l'impression que l'on va découvrir un fantôme dans chaque recoin. Oh, quelque chose se passe avec mon frère Bartholomé. Je sens que mes nerfs vont me lâcher. Oh. Oh, puisque vous m'apportez un tel réconfort dans votre présence, vous ne pouvez pas savoir quel calvaire j'ai dû endurer ce jour dernier. Que voulez-vous dire? Monsieur Bartholomé s'est enfermé dans sa chambre hier soir, il n'en est plus sorti depuis, je n'entends plus un seul bruit derrière la porte, il n'est même pas descendu prendre son petit déjeuner ce matin, je n'ai pas osé le déranger, je sais qu'il n'aime pas être interrompu quand il travaille. Restez près d'elle, Miss Morstan. Allons, essayez de vous calmer. Je suis presque sûre qu'il n'y a rien de grave. Oh, que le ciel vous entende, mais... Venez vous asseoir.
Quelle est la porte de sa chambre? C'est par là, là. Quelque chose de diabolique est arrivé, Watson. Le signe des 4. Encore une fois, mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie meurtre. Mais qu'est-ce que... Mais nous avons descendu le trésor de là-haut avant-hier soir. Nous l'avions posé là, là. Mais où est-il? Quelle heure était-il? Quelle heure est... Il est où? Je sais pas. Il était peut-être 6 heures, ou bien peut-être même 7 heures. Je l'ai entendu s'enfermer à clé dès que je suis sorti de la pièce. Il est probable que je sois la dernière personne à l'avoir vu vivant. C'est terrible. Mais il faut croire que je suis l'assassin. Vous ne croyez pas? Quelle raison aurais-je eu de vous emmener ici si c'était moi qui l'avais tué? Je vais devenir fou. Calmez-vous, je vous suggère d'aller trouver ces messieurs de la police et de leur raconter ce que vous savez. Oui. Nous attendrons votre retour. Oui. Regardez ça. Arrêtez. N'y touchez pas, elle est empoisonnée. Bien, Watson, profitons de ce court moment pour travailler. Pour moi, ce mystère est impossible à résoudre. Au lieu de s'éclaircir, il devient de plus en plus obscur. Non, au contraire, il s'éclaircit. Il ne me manque que le dénominateur commun et j'aurai résolu l'équation. Le cas paraît d'ailleurs trop simple. Il doit cacher quelque chose de plus machiavélique encore. Découvrons d'abord comment ces gens ont pu entrer et sortir. Des gens? Il faut plus d'une personne et peut-être même 2 pour arriver à emporter un plein coffre de bijoux. Cette porte était fermée à clé depuis avant-hier. Aurait-il pu passer par l'une des fenêtres? Elles sont verrouillées de l'intérieur. Elles n'ont pas de gonds. Le toit est hors de portée, aucune gouttière sur les côtés. On a pourtant franchi cette fenêtre, Watson. Cette éraflure le prouve. Regardez ça, Watson. Là et là, c'en est la preuve irréfutable. Mais ça, ce n'est pas une empreinte de pas. Justement, ça consolide mes déductions. Là, l'empreinte d'une botte et là, l'empreinte d'un bout de bois, Watson. Un homme avec une jambe de bois? Vraisemblablement. Assez malin et très costaud. Seriez-vous capable d'escalader la façade? Absolument impossible. Vous avez raison. Mais imaginez un instant que vous ayez un complice qui vous lance ceci. Une corde assez longue et bien solide, après avoir fixé une extrémité à cet anneau. Je crois que si vous étiez un homme en bonne condition physique, vous pourriez grimper même avec une jambe de bois. Vous repartiriez évidemment de la même manière et ensuite votre ami remonterait la corde. Il fermerait la fenêtre, verrouillerait de l'intérieur et repartirait de la même façon qu'il est arrivé. J'ai décidément beaucoup de mal à suivre votre raisonnement. Comment ce mystérieux complice est-il arrivé à pénétrer ici? Oui, c'est la question. Cette affaire sort du commun grâce à ce fameux complice. La porte était fermée, la fenêtre inaccessible.
La cheminée trop petite, comment a-t-il fait? Vous n'appliquez jamais mes principes. Combien de fois vous ai-je dit que lorsqu'on a démontré une impossibilité, l'improbabilité ne peut être que la seule et bonne solution? Il est entré par le toit. Excellent, Watson. Tenez cette lampe. Nous allons étendre nos recherches à l'étage supérieur, dans la chambre secrète où était dissimulé le trésor. Une lucarne. Holmes, un enfant aurait été un des intrigants. Ma mémoire a flanché. J'aurais pourtant dû m'en souvenir. Nous ne trouverons plus rien ici, redescendons. Quelle est donc votre conclusion au sujet de ces empreintes? Élémentaire, mon cher Watson, vous connaissez mes théories, vous n'avez qu'à les appliquer. Mon esprit n'est pas aussi cartésien que le vôtre. Vous ne tarderez pas à comprendre. Nous avons de la chance. Notre petit visiteur a marché dans la créosote. Oh, très belle bête. Oui, vraiment très belle. Oh, eh bien, dis donc, pas mal. Vous avez une bien belle maison. Je vous félicite. Quoi? Comment? Si je ne m'abuse, un détachement des forces de l'ordre ne va pas tarder à faire irruption. Vite, Watson. Avant qu'il n'arrive, faites-moi un rapport médical sur cet homme. Je constate qu'il est aussi raide qu'une planche, un état extrême de contraction, dépassant de loin l'habituelle rigidité cadavérique. Oui, en effet. Accompagné de cette distorsion de l'expression, un sourire hippocratique. Rhésus Sardonicus aurait dit Hippocrate. Que vous suggère l'état du cadavre? La mort semble avoir été occasionnée par un alcaloïde, en particulier très puissant, provoquant le tétanos. Monsieur, de quel côté? Par là, là. À droite. En avant, monsieur. À droite toute. Il nous faut gravir ces marches. Ce dard est d'une fabrication qui m'est inconnue. Je crois qu'il est imprudent pour Miss Morstan de rester dans cet endroit menaçant. Je vous conseille de ramener Miss Marston chez elle, aller ensuite au 3 Pinchin Lane et demander à voir Toby. 3 Pinchin Lane. L'aide de Toby me sera plus utile que toutes les forces de Scotland Yard. Monsieur, tiens, quelle drôle de coïncidence. Je peux constater que je ne suis pas le premier sur les lieux. Je pense que vous me reconnaissez, inspecteur Athelney Jones. Ah oui, bien sûr que je vous reconnais. Monsieur Sherlock Holmes, la théorie. Je n'oublierai jamais comment vous avez élucidé l'affaire des bijoux de Bishopgate. Un cas difficile. Il est vrai que vous nous aviez mis sur la bonne piste, mais avouez que vous avez eu surtout beaucoup de chance. La théorie n'a rien à voir là-dedans. J'ai appliqué mon raisonnement et j'ai trouvé. Oh, voyons, Holmes, voyons. Vous ne devriez pas être aussi vantard. Mais de quoi retourne cette affaire? Bien sale affaire, et bien curieuse aussi. Nous sommes devant des faits établis. Donc, pas de théorie. Il est heureux que je me sois trouvé justement à Norwood sur une autre enquête lorsque la brigade a été prévenue. Selon vous, il est mort de quoi? Vous venez de le dire, mes théories sont inutiles. Enfin, non. Enfin, je voulais savoir, à tout hasard, si vous vous étiez fait une opinion. La serrure avait été verrouillée, à ce qu'on m'a dit. Et des bijoux de grande valeur ont disparu. Qu'en était-il de la fenêtre? Verrouillée elle aussi, mais le rebord comportait des traces. La fenêtre était verrouillée. Donc les voleurs ne sont pas entrés par là.
Cet homme a une crise cardiaque, je suppose? Ah, j'ai trouvé une théorie. De temps en temps, il m'arrive d'avoir de soudains éclairs de génie. Sergent, sortez. Et vous aussi, monsieur Sholto. Je vous en prie. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Sholto nous a confessé qu'il est venu voir son frère avant-hier soir. Son frère est victime d'une attaque, Sholto en profite et se sauve avec le coffre. Ah, c'est en effet possible si l'on considère que le mort se soit levé pour aller fermer la porte à clé ensuite. Oui, c'est mon seul problème. J'avoue qu'il y a une faille quelque part. Essayons d'appliquer un raisonnement clair et simple. Ils étaient deux frères, ils avaient un différend. Bartholomé Sholto meurt, les bijoux disparaissent, l'autre jumeau, Thaddeus Sholto, est en apparence dans un état mental précaire. Pour comprendre, il n'y a qu'à le regarder. Voyez-vous, sans me presser, je prépare le piège de Thaddeus. Le filet doucement se resserre sur lui pour de bon. Jones, ce dard posé sur la table, j'ai de fortes raisons de croire qu'il est empoisonné. Et il y a aussi cette note que nous avons trouvée à côté du cadavre. Cela confirme ma théorie. En tout point. La maison est remplie d'objets bizarres. Tout semble indiquer qu'il est l'assassin. Mais, comment s'est-il enfui? Je le savais bien, il y a une lucarne dans le toit. Sergent! Faites venir Monsieur Sholto par ici, sergent. Vous voyez, les faits sont plus efficaces que vos théories. Cette fois encore, ils ont confirmé mes soupçons. Cette lucarne donne bien directement sur le toit. En plus, elle est encore entr'ouverte. C'est moi qui l'ai ouverte. Monsieur Thaddeus Sholto, il est de mon devoir de vous informer que vous pouvez garder le silence. Toute déclaration pourrait être retenue contre vous. Au nom de Sa Majesté, je vous arrête pour le meurtre de votre frère. Voyez, je le savais, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Gardez votre sang-froid, monsieur Sholto. Je suis sûr de pouvoir vous disculper. Ne faites pas de promesses en l'air, monsieur le théoricien. Je vous vois très mal parti pour innocenter cet homme. Non seulement je vais vous prouver l'innocence de monsieur Sholto, mais je vais aussi vous donner une description détaillée des deux hommes qui ont pénétré ici. Le premier est un être assez malin, fort, actif, malgré une invalidité qui l'oblige à se déplacer avec une jambe de bois. Sa botte gauche a une semelle en cuir, est à bout carré, et il a une lamelle de fer autour du talon. Il a le teint mat, il est d'âge mûr et il lui manque de la peau sur la paume d'une main. Et le deuxième? C'est un curieux personnage. J'espère avant longtemps pouvoir vous les présenter tous les deux. Watson, rendez-vous au 3 Pinchin Lane et demandez à voir Toby. L'aide de Toby me sera plus utile que toutes les forces de Scotland Yard. Monsieur Toby! Monsieur Toby! Monsieur Toby! Fichez le camp, espèce de poivreau! Allez, déguerpissez ou je vous envoie mes 4 douzaines de chiens! Je cherche Monsieur Toby. Je vous envoie un saut d'épluchure sur la caboche si vous restez là devant! Je dois le voir, c'est urgent. Je ne veux pas discuter avec vous! 1, 2, 3, je C'est vais Monsieur tout balancer Sherlock en Holmes bas! qui m'envoie. Je viens de la part de Monsieur Sherlock Holmes. Monsieur Sherlock
Holmes. Monsieur Sherlock Holmes, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt entrer? Faites attention, surtout ne l'approchez pas. Il est méchant, ce sale volatile. Toi, ne meurs pas, ce monsieur. C'est un ami du grand Sherlock Holmes. Les amis de monsieur Sherlock Holmes, ce sont mes amis. N'ayez crainte, ce gros ver de terre est très doux. Je le laisse aller et venir dans la pièce. Il me débarrasse de toute la vermine. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur? Toby. Toby? Oui, je viens pour Toby. Toby est en train de dormir. Il n'a pas quitté sa niche ce matin. Vous Il n'a pas lui quitté donnerez ça. ça, il vous suivra doux comme un agneau. Toby, réveille-toi. On a besoin de tes services. Toby, c'est un bon chien. Il y a du travail Oh, tu qui as l'air d'être t'attend, une mon brave vieux. bête, Monsieur Holmes Toby. a besoin de ton flair, Toby. Allons, Toby, viens, viens. Dépêche-toi. Watson! Tout va bien, sergent, c'est monsieur Holmes. Cocher! Allez, viens, Toby. Watson, vous avez Toby? Et voici Blondin qui arrive. Je descends tout de suite. Holmes. Jetez un coup d'œil là-dessus, Watson. Je les ai trouvés dans une gouttière là-haut. Ah, merci, Madame Burston. Sentez-vous l'odeur de la créosote? L'inspecteur Jones n'a pas seulement arrêté Thaddeus, mais aussi le garde forestier, le garde barrière et 2 serviteurs hindous. J'ai eu de la chance d'échapper à cette purge. Quel farfelu, ce Jones. Watson, que diriez-vous d'une petite excursion? Oh, avec plaisir. Vous allez admirer la façon dont ce chien flaire une piste et la suit. Allez, Toby, vas-y. Cherche. Cherche, Toby. Cherche. Cherche, Toby. On ne pourrait pas aller plus doucement. Heureusement, il ne pleut pas. Cette piste devrait nous mener jusqu'à eux. Ah! Sentez-vous cet air frais du matin? Avez-vous votre pistolet sur vous? Non, mais j'ai ma canne. Nous en aurons besoin une fois arrivés à leur repère. Occupez-vous de l'estropié. Oui. Je me charge de son complice. Mais quelle mouche a piqué Toby? Ils ont pris un bateau, à moins qu'ils ne se soient envolés dans une montgolfière. Ils ont certainement dû se donner rendez-vous sur le quai. Toby!
Toby! Toby, non! Toby! Toby! Ah, votre chien prodige semble ne plus être aussi infaillible. Non, 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 il n'est pas à blâmer. Ces barils contiennent de la créosote. C'est ce qui a trompé son odorat. Une seule chose nous reste à faire. Lancer Toby sur une autre piste en espérant que ce soit la bonne. Toby! Toby! Quel manque de chance. Ils ont embarqué ici. Ces fripouilles nous donnent du fil à retordre. Donc, nous savons maintenant que ces bandits avaient préparé un plan minutieux. Mordecai Smith, location de bateau à l'heure ou à la journée. On vient tout de suite te laver la figure, Jacques, espèce de petit voyou. Tu vas goûter à la ceinture de ton père quand il reviendra. Quel adorable petit coquin que voilà. Y a-t-il quelque chose qui te ferait plaisir? Ah ouais, je voudrais un shilling. Votre fils est très dégourdi, Madame Smith. Ah, ça vous pouvez le dire, monsieur, et plus encore. T'en profites parce que ton père est pas là. J'ai du mal à le faire obéir, ce schnappant, surtout que son père a embarqué ce matin. Oh, vraiment, je suis navré d'apprendre cela. J'espérais lui louer un bateau à vapeur. Ah, mon bon monsieur, c'est avec le bateau à vapeur qu'il est parti. J'ai pas aimé du tout la tête du gars qui a fait la location. Il avait une allure patibulaire et une jambe en bois. Il s'est pas gêné pour venir taper à la fenêtre en plein milieu de la nuit et lève la partie sans même me dire un mot. Dites-moi, ce malandrin, avez-vous vu quelqu'un avec lui? Il me semblait qu'un animal l'accompagnait. Était-ce un chien? Ah non, j'ai pas l'impression que c'était un chien. Je pense plutôt à une de ces bêtes qu'on voit dans les eaux. Dommage pour le bateau. C'est une vieille barque verte avec une ligne jaune. Oh non, 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 il vient juste d'être peint en noir avec un filet doré. Ah oui, je vois. Avec une cheminée blanche. Non, monsieur, une cheminée noire, elle aussi. Ah oui, oui, bien sûr. Eh bien, merci, Madame Smith. Au revoir, Jacques. Salut. Le tout, mon cher Watson, est de savoir s'y prendre avec ces gens-là. Il ne faut jamais leur montrer que les informations qu'ils donnent ont la moindre importance. Sinon, ils se ferment comme des huîtres. La route à suivre est toute tracée à présent. C'est-à-dire? Il faut suivre la piste de ce bateau, l'Aurora. Mais cela nous prendrait des jours et des jours de fouiller chaque port, chaque quai entre ici et Greenwich. Alors que suggérez-vous? Vu que notre gibier ne se doute pas être pourchassé, je propose que nous prenions le temps d'aller prendre un bain, de nous raser, d'avaler un bon repas et de se reposer quelques heures. Par la même occasion, je vais faire prévenir la section clandestine de Baker Street. Nous allons avoir besoin d'eux. C'est ce qui s'appelle joindre la théorie à la pratique. Ah, à ce que je vois, l'inspecteur Sans Faille et son reporter attitré n'ont pas perdu de temps pour apporter leurs conclusions. Lisez ça. Descends de là. Allons. Oh, vous pouvez vous moquer, oh, ce chien. Et l'inspecteur Jones, qui depuis plusieurs années fait preuve d'une grande maîtrise dans la science de la criminologie, sa réputation de fin limier n'est plus à faire, son esprit de déduction est infaillible. Attendez, il y a mieux. Son efficace et énergique action dans cette affaire nous prouve une fois de plus que notre police est dirigée par des officiers d'une exceptionnelle présence d'esprit. C'est très attendrissant. Tellement efficace qu'il a failli nous arrêter, nous aussi. J'ai peur pour notre sécurité. Il risque d'avoir un autre excès d'efficacité. Par tous les saints, mais que se passe-t-il? Je vous dis que la merde, Non, je vous interdis, arrêtez. J'avertis monsieur. Monsieur, madame, mon secours. Oh non, ça va pas. Ça va, poussez Vous pas. pouvez pas entrer ici de cette façon. Doucement, on n'est pas dans un taulier ici. Tout va bien, ils sont mes invités.
Retirez vos casquettes. J'ai eu votre message. Et on est venu illico. Pour le déplacement, ça fait 3 shillings. Vous êtes d'accord? Écoute-moi, Wiggins. À l'avenir, tâche de venir seul, tu serviras d'intermédiaire. Je ne veux plus que la maison soit Compris. envahie de la Eh sorte. toi, enlève tes doigts de là, hein. Ah! Bien, alors, je vous charge de retrouver le bateau à vapeur l'Aurora. L'Aurora. Le propriétaire, Mordecai Smith. Le bateau est noir avec des décorations dorées. Il doit se trouver entre Richmond et Gravesend. Compris, monsieur. Combien donnez-vous? Le tarif habituel. 1 guinée pour celui qui trouvera le bateau. Wow. Et voici pour votre premier jour de travail. Oh, chouette. Ça, c'est bien. Allez, on y va. Doucement. Si l'embarcation est toujours sur la rivière, ils la trouveront. Notre section clandestine peut tout faire. Notre homme a une infirmité, ce qui facilite nos recherches. Avoir une jambe de bois n'est pas si commun. Quant à son complice, sa particularité est unique. On peut affirmer que les aborigènes des îles Andaman sont la race la plus petite de la Terre. Ils sont violents, méchants et tout à fait indociles. Ils se montrent toutefois d'une grande fidélité lorsqu'on a réussi à gagner leur confiance. Ils ont toujours été la terreur des marins naufragés. Ils défonçaient le crâne des survivants à coups de massue, en commençant par leur envoyer des dards empoisonnés. Ces massacres se terminaient en général par un festin cannibale. Ils ont l'air d'être de charmants petits personnages. Quand dois-je servir votre dîner, monsieur Holmes? Après-demain, à 8 heures très précises. Je vous ai entendu marcher de long en large toute la soirée. Vous devriez essayer de vous reposer. Je n'arrive pas à dormir. Cette histoire me ronge les nerfs. Rien de nouveau? Non, rien de nouveau. La Tamise a été inspectée minutieusement. Madame Smith n'a plus revu son mari. Je suis à bout. Je ne supporte pas qu'un obstacle me mette les bâtons dans les roues. Et tu vois quelque chose? Non, rien. J'ai vu garnement. Sors de ta cachette. Je peux savoir ce que tu fais là?
Un joli petit navire, l'Aurora. Ouais, un bon bateau. Il a été construit dans ce chantier. C'est le plus rapide du fleuve. Pourquoi on l'a mis ici? Une réparation au gouvernail, ce sont les ordres. Mais je n'ai trouvé aucune anomalie. Je veux que mon bateau soit à l'eau au plus tard à 6 heures ce soir. La cale à charbon pleine et les machines pleines de vapeur. Entendez, monsieur Smith, tout sera prêt. N'oublie pas, à 6 heures tapante. Il y a 2 gentlemen que je ne peux pas faire attendre. Compris. C'est au sujet de l'affaire de Norwood. Je suis plutôt inquiet sur son déroulement. C'est un cas très délicat, docteur. Merci. Je suis plus que reconnaissant envers Monsieur Holmes pour son aide précieuse. Il est imbattable. Je crains que vous n'ayez à attendre un long moment. Non, je ne pense pas. Rendez-vous chez moi au plus vite. Si je ne suis pas encore rentré, attendez-moi. De nouveaux éléments importants sont intervenus. Si vous voulez assister au dénouement, accompagnez-nous ce soir. Ce qui veut dire qu'il a retrouvé leurs traces. Ah, lui aussi s'était engagé sur une mauvaise voie. Oh, cela arrive d'ailleurs de se tromper. Vous êtes Monsieur Sherlock Holmes? Que désirez-vous? Êtes-vous Monsieur Holmes? Non, mais j'agis en son nom. Je désirais le voir personnellement. Si vous avez une information, vous pouvez me la transmettre. C'est écrit, Monsieur Holmes, et il y a une récompense. Est-ce à propos du bateau à vapeur, l'Aurora? Oh, je peux rien dire si c'est... Non, attendez. Veuillez entrer. Je suis officier de police. Inutile de le lire, ça se voit. Vous aurez votre récompense. Alors, venez, je vous promets que ce ne sera pas très long. Asseyez-vous. Et cigare, Monsieur Jones? Oh, avec grand plaisir. Comme je vous disais, docteur, je considère votre ami, Monsieur Sherlock Holmes, comme un homme de valeur. Je suis sûr qu'il aurait pu devenir un officier de police assez doué. Il en a les qualités. Avec un peu plus de discipline et un peu moins de théorie, il y serait arrivé. Merci. Offrez-moi un de mes cigares. Oh, vieil escroc! Ah, quel comédien vous faites! Oh, je n'en reviens pas. Vous touchiez comme un vieux marin fatigué, jusqu'à vos jambes qui tremblaient. Vous aurez donné 10 pence. J'ai dupé un officier de police, je suis flatté. Jones, envoyez une vedette de la police en bas des marches de Westminster, le plus vite possible. J'ai besoin aussi de 2 hommes courageux et armés avec moi, vous et Watson. Un coup de fil et tout sera en place. Départ, la tour de Westminster. Premier arrêt, le chantier Jacobson. Et finalement, comment avez-vous réussi à trouver l'Aurora? Élémentaire, mon cher Watson. L'embarcation devait être quelque part sur la Tamise. Alors pourquoi, d'après vous, restait-elle introuvable? Peut-être qu'elle n'était plus dans l'eau. Elle était donc dans un hangar ou sur un chantier naval? Tout à fait exact. Un des garçons est en poste là-bas pour nous donner le signal. Votre plan est très bien élaboré, Monsieur Holmes. Mais pour ma part, j'aurais agi différemment. J'aurais envoyé un corps de police et je les aurais tous fait arrêter. Ah, votre plan était voué à l'échec. Le plus petit des 2 hommes est un être singulier, très malin. S'il soupçonne quoi que ce soit, il nous filera entre les doigts. Inspecteur, le chantier Jacobson sur la rive d'en face. Nous devrions remonter en aval. Non. Nous pouvons tirer profit de ce brouillard. Restons cachés et attendons.
J'aperçois le jeune garçon, il agite une chemise, c'est le signal. Voici l'Aurora. Il va à une vitesse infernale. Ah, il est bien trop rapide. Nous ne pourrons jamais le rattraper. Et pourtant, il le faut. La machine à toute vapeur. Je ne me le pardonnerai jamais s'il s'échappe. Plus vite! Plus vite! C'est ça que vous appelez une vedette! Chaudière machiniste! Je l'y saurai, même si je dois mettre le feu à ce bateau. Gardez le vaisseau dans leur direction. J'aperçois les deux compères. La chaudière, donnez toute la puissance. Nous nous sommes un peu rapprochés. Nous allons sans doute les rattraper bientôt. Et dirigez le vaisseau vers la gauche. Et ne les perdez pas de vue. Que se passe-t-il sur l'Aurora? Ils se battent. Ça suffit. Arrête, je dis. Arrête. Allons. Police! Arrêtez-vous! Jamais vous ne m'aurez vivant. Allez au diable. Arrêtez! Le symbole des quatre! Le symbole des quatre! Tonga!
Attendez. Ne tirez pas. Laissez-le se remettre debout. Jonathan Small. Vous n'avez pas eu beaucoup de chance. Je ne vous le fais pas dire, monsieur. Mais je vous donne ma parole, messieurs, que je n'ai fait aucun mal à Bartholomew Sholto. Bien sûr que non. C'est votre petit acolyte qui s'en est chargé pendant que vous vous grimpiez au cordage. Vous parlez comme si vous aviez été là. J'avoue que si j'avais eu affaire au major Sholto, je me serais fait un plaisir de lui rompre le cou à ce lâche. Mais devoir supprimer son fils a été très difficile. Si vous me faites des aveux complets et sincères, je vous assure que je vous aiderai du mieux que je pourrai. Ah, jolie petite réunion de famille. Je vais boire une gorgée, moi aussi. Ça me fera du bien. Dites-moi, où alliez-vous, Small? Embarqué à Gravesend, sur un bateau qui doit mettre le cap vers le Brésil. Vous avez presque réussi. Si aux machines j'avais eu un autre homme, vous ne m'auriez pas eu. Donne-nous la clé et dépêche-toi. Je l'ai jeté au fond du fleuve. Vous allez le regretter. Pour ce soir, ça suffit comme ça, Small. Amenez les menottes, je vous arrête. Attendez une minute. Nous sommes presque arrivés. Je suggère que nous allions tous chez moi à Baker Street et que Miss Morstan vienne nous y rejoindre. Mais c'est pas régulier comme procédé, monsieur Holmes. Par la même occasion, je pourrais vous offrir un bon remontant, ça vous fera du bien. Entendu, messieurs. Allons-y. Voilà. Miss Morstan, j'ai l'honneur et le grand plaisir de vous apprendre que le criminel est entre les mains de la justice. La justice. Elle est belle, votre justice. Quelle justice rendez-vous? Où se trouve la vérité? Au nom de quoi dois-je abandonner ce qui me revient de droit? Vous oubliez que nous ne connaissons pas tous les faits. Nous ignorons si oui ou non nous avons fait preuve de discernement avec vous. Monsieur, j'apprécie votre courtoisie à mon égard. Malgré cela, je vois que cela ne change rien au fait qu'à présent, je me retrouve avec ces bracelets au poignet. Ça ne fait rien. Je n'ai pas de rancune contre vous. Si vous voulez entendre mon histoire, je n'ai pas de raison de vous la cacher. Ce que je m'apprête à vous raconter est la pure vérité, je le jure devant Dieu. J'étais encore très jeune lorsque je me suis enrôlé dans l'armée de Sa Majesté qu'on m'a envoyé aux Indes dans la marine. J'étais en train de me baigner dans le Gange quand un crocodile est venu m'arracher une jambe. Le chirurgien à bord m'a fabriqué cette jambe de bois dans un baril. J'étais jeune et fort.
Avec cette saloperie, plus question de naviguer, j'ai été aussitôt réformé. On me soutient depuis de nombreuses années. Ainsi, je me suis retrouvé infirme à 20 ans. Mais j'aimais ce pays. Alors je me suis trouvé un boulot de contremaître chez un fermier anglais. J'étais à cheval toute la journée, j'aimais beaucoup ce travail. Mais la malchance m'a poursuivi. Une mutinerie s'était préparée sans que nous ayons eu le moindre soupçon. En rentrant à la ferme un soir, j'ai trouvé mon maître et toute sa famille assassinés. Je n'ai pas hésité. Le soir même, je me suis rendu illico au fort d'Agra, une ville qui était encore sous emprise britannique. Le vieux fort d'Agra était un endroit bizarre, un endroit immense, avec beaucoup de couloirs et de chambres secrètes. On ne pouvait compter les passages tellement il y en avait. Le fort possédait plusieurs portes. En tant qu'ancien soldat, je fus chargé de garder l'une d'entre elles avec 2 Indiens sikhs qui nous étaient restés fidèles. L'endroit était désert. Ces 2 frères du Pendjab étaient 2 valeureux guerriers, Kartar Singh et Indrajit Singh. Rebelle? Non, Sahib. Tout va bien au fort. Aucun rebelle en vue de ce côté de la rivière. Vous devez vous ranger de notre côté, sinon nous serons forcés de vous réduire au silence. De votre côté, mais que voulez-vous? Grâce à nous, vous pouvez devenir riche. Les Britanniques sont venus dans notre pays s'enrichir. Il ne me déplairait pas de devenir riche, mais... Alors, sur la tombe de votre père, jurez que jamais vous ne direz mot ou lèverez la main contre nous. Jurez. Et alors, un quart du trésor vous reviendra. Mais nous ne sommes que 3. Yagodish, mon frère cadet, une part lui revient lui aussi. Le temps nous presse, Sahib. Décidez-vous. Eh bien, du moment que le fort ne risque aucune menace, je vous le jure. À ma place, qu'auriez-vous fait, monsieur Holmes? Oh, je crois que j'aurais réagi exactement comme vous. Je connais le peuple sikh. Ils ne sont pas hommes à plaisanter. Un des Rajas du Pendjab, immensément riche bien sûr, avait rejoint les rebelles. Mais il voulait couvrir sa fortune au cas où les Britanniques reprendraient le dessus. Il imagina un plan afin de cacher la moitié de son trésor à l'intérieur du fort d'Agra. Il décida d'envoyer au fort un de ses hommes déguisé en marchand. Yagodish Singh, le frère cadet de Kartar, devait servir de guide. Et voilà, posez les questions habituelles, Sahib. Et surtout, restez naturel. C'est de se méfier. Alors, tant pis pour lui. Qui va là? Des amis, Sahib. Avancez, que je vous vois. Que portes-tu sous ton bras? Ce n'est qu'un vieux coffre. Il contient des papiers concernant ma famille. Ils n'ont aucune valeur, si ce n'est pour moi. Sahib, je ne suis pas un mendiant. Je vous donnerai de l'argent, Sahib, et à votre gouverneur aussi. Amenez cet homme au cachot. Mais non! Oh, non! Laissez-moi! Ah! 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 Oh, laissez-moi! Oh! Laissez-moi! Ah! Ah! Ah!
quelques instants, cet homme allait connaître les limites de l'horreur. Si Ahmed s'était échappé, nous aurions été découverts et j'aurais certainement été fusillé. Qui parmi vous osera affirmer qu'il n'aurait pas fait ce croche-pied? Il faut le brûler. Kartar voulait incinérer le corps selon les rites de leur religion, mais un feu nous aurait fait repérer. Yagodish, lui, pensait que la meilleure solution... Nous ne pouvons pas traiter un mort de cette façon. Nous devons l'enterrer. Et laisser les chacals faire le reste. Sans aucun doute, il avait raison. Quant à moi, j'estimais que l'on devait montrer un minimum de respect envers un mort. Une fois Ahmed enterré, nous avons pu nous occuper du coffret, objet tant convoité. À l'intérieur, nous découvrîmes plus de joyaux qu'il n'est possible d'en rêver. « 143 diamants de la plus belle eau. Comprenons aussi le grand mogol, le deuxième diamant le plus gros qui existe. 97 émeraudes, 170 rubis, 40 grenats, 61 agates et des perles. » Yagodish avait vu juste. Vous avez fait une grave erreur en enterrant le corps de Ahmed. Qu'en pensez-vous, Watson? Oui, en effet. Un mort que l'on n'a pas brûlé est bien vite découvert en Inde. Une fois la vérité découverte, vous et vos 3 compagnons avez été condamnés aux travaux forcés à perpétuité au bagne des îles Andaman. Je fus envoyé sur l'île Blair, à Hope Town, la ville de l'espoir, exactement. Jamais une ville n'a aussi mal porté son nom. C'était un endroit où les hommes tombaient sous les coups, où notre seule destinée était de pourrir dans ce trou et de mourir d'épuisement. Pendant des années, jour après jour, j'ai vécu le calvaire, jusqu'à ce que votre père arrive, Miss Morstan. Arrêtez! Je vous interdis de maltraiter ainsi un prisonnier blanc. Si je vous y reprends encore une fois, je vous ferai passer en cour martiale. Il était l'officier responsable de l'administration pénitentiaire et me fit transférer au dispensaire, où il me confia quelques menues tâches. C'était un homme bon, ses sentiments étaient nobles. Mes souffrances furent atténuées. Grâce à lui. Merci, Monsieur Small. Tandis que je rêvais à mon fabuleux trésor, tous les officiers et les gardiens du pénitencier passaient leur temps à jouer et à boire. Le major Sholto était très malchanceux. Il était l'éternel perdant. Mais il persistait à vouloir jouer. Je suis foutu, Morstan. Je suis un homme ruiné jusqu'au dernier penny. Si je pouvais me permettre, je vous demanderais de me prêter encore 100 livres. Je dois faire face à mes propres dettes, Morstan. Et j'ai une fille à charge à Londres. Et moi, j'ai 2 fils pourris jusqu'à la moelle. Oh, je suis ruiné. C'est une catastrophe. Ainsi, vous décidez de vous confier à votre bienfaiteur, le capitaine Morstan. Il venait souvent au dispensaire. Le climat tropical l'incommodait. Son cœur était faible et il s'essoufflait vite. Vous saviez qu'il désirait partager tout arrangement avec son officier ami, le major Sholto? Oui, mais je n'avais pas d'autre alternative. Nous ne pouvons pas décider à votre place, bien sûr.
Mais nous pouvons vous être de bons conseils. Je vous remercie, Major Sholto. Merci de m'écouter. Mais l'ennui, c'est que dans ma position, je n'ai pas le choix. Il faut qu'on m'aide. Qu'on vous aide de quelle façon? J'ai besoin d'un associé. Je suis sûr que le Major Sholto, autant que moi-même, aimerait vous aider. Mais le peut-il? Nous pouvons en parler, en tout cas. Et éventuellement voir si un accord peut être envisagé. Il n'y a qu'un seul marché qui peut intéresser un homme en détention. En échange de ma liberté et de celle de mes 3 compagnons, je vous offre 1/5 du trésor que vous aurez à partager entre vous. 1/5? Ce n'est pas énorme. Ça s'élève à 50 000 livres. De toute façon, comment pourrions-nous vous libérer? C'est impossible. Il nous faut un bateau, des provisions, et nous arriverons par nous-mêmes jusqu'à Calcutta ou jusqu'à Madras. Je ne vous demande rien de plus. Si vous acceptiez de vous enfuir seul... Non! Tous les 4 ou alors aucun. Nous avons prêté serment. Aucun de nous ne peut agir sans le consentement des autres. Écoutez... Calmez-vous, Sholto. Restez calme, je vous dis. Essayez de raisonner. Small est un homme de parole. Il n'abandonnera pas ses amis. Je crois que nous pouvons lui faire confiance. À l'aube, le jour suivant, nous nous sommes réunis pour signer le pacte qui devait nous lier. Nous, officiers de l'armée de Sa Majesté la Reine Victoria. Nous, officiers de l'armée de Sa Majesté la Reine Victoria. Jurons sur la Sainte Bible de toujours honorer les accords de ce pacte sacré. Jurons sur la Sainte Bible de toujours honorer les accords de ce pacte sacré. Je leur donnai à chacun un plan détaillé de l'endroit où se trouvait le trésor. C'est l'un de ces plans. Ça me rappelle de bien mauvais souvenirs. Sholto s'empressa de rentrer en Inde, trouva le trésor et s'enfuit en Angleterre. Oui. Lorsque nous avons appris la nouvelle, le capitaine Morstan et moi étions fous de rage. Celui-ci jura d'aller trouver Sholto et d'arranger l'affaire. Et il l'aurait fait s'il avait vécu. Mais Dieu en a décidé autrement. Depuis ce jour-là, je ne vivais plus que pour me venger. Me venger de Sholto. C'était mon plus cher désir. Je voulais la peau de Sholto. Je voulais l'étrangler de mes propres mains. Je ne pensais plus qu'à ça. Un jour, la chance tourna. Un indigène fut transporté à l'infirmerie. Une morsure de serpent l'avait empoisonné. Par solidarité humaine, j'ai fait de mon mieux pour le sauver. Il fut bientôt guéri et, par reconnaissance, me donna son amitié. Et toute sa confiance. D'ailleurs, vous avez dû l'apercevoir lorsque vous êtes passé à côté du corps cette nuit. Le petit Tonga devint un allié sûr et dévoué. Jamais un homme n'a connu ami plus fidèle. Dans sa tribu, il était pêcheur et il possédait une petite barque. Nous décidâmes de tenter une évasion sur l'embarcation.
10 jours de navigation, nous fûmes remorqués par un cargo de pèlerins en route pour Djidda. Après de longs mois de voyage à travers le monde, nous atteignîmes enfin Londres. C'est un remarquable récit. Je crois qu'il est grand temps pour Miss Marston de découvrir enfin le fameux trésor d'Agra qui fera d'elle l'une des jeunes femmes les plus riches d'Angleterre. Watson. Et vous avez la clé? Non, mais je suis certain que vous vous en tirerez très bien avec ça. Eh bien voilà. Est-ce vous qui avez retiré le trésor de son coffre? Oui. Ce trésor n'appartiendra jamais à personne, je l'ai mis en lieu sûr. Personne, excepté moi et 3 bagnards indiens restés sur les îles Andaman, ne peut prétendre mettre la main sur ces joyaux. Aujourd'hui, je sais que je n'en aurai pas l'usufruit. Eux non plus, d'ailleurs. Parce qu'il faut que vous sachiez que j'ai toujours agi pour leur bien autant que pour le mien. Respectez le symbole des 4 avant tout. Où est le trésor? Là où est la clé du coffret. Là où Tonga se trouve. Quand vous avez abattu Tonga, j'ai su que tout était perdu. J'ai abandonné le trésor sur place. Vous me décevez, Small. Si vraiment vous aviez voulu jeter le trésor dans la Tamise, il aurait été plus facile de jeter le coffre en entier. Cela aurait été plus facile aussi pour vous de le retrouver. L'homme qui a été assez malin pour retrouver ma trace aurait été assez malin pour aller rechercher une boîte au fond du fleuve. Je suis désolé, Miss Morton. Je suis bien contente, au fond. Bien des hommes ont souffert par la malédiction de ce trésor. Elle a entraîné la mort de mon père. Ainsi que l'esclavage à vie pour moi et mes compagnons. J'ai passé la moitié de ma vie condamné à construire des brise-lames sur les îles Andaman. Et je vais passer l'autre moitié à creuser des fossés au centre de Dartmoor. Bon, Holmes, le devoir est le devoir, et j'ai déjà enfreint les règles en l'emmenant chez vous. Je serai certainement plus à l'aise lorsque notre narrateur sera enfin sous les verrous. Je vous suis reconnaissant pour votre collaboration. Merci à vous aussi, Watson. Miss Morstan. Oh, après vous, Small. Vous ne m'avez pas l'air bien en équilibre sur vos 2 jambes. Je suis vraiment honteuse de vous avoir entraîné, vous, Monsieur Holmes, et vous, cher Dr. Watson, dans cette périlleuse aventure qui aurait pu vous coûter la vie. Ne vous inquiétez pas, c'est déjà oublié. Madame Forrester a fait envoyer une voiture pour Miss Morstan. Je ne vais plus m'attarder. Je pense, messieurs, que vous devez être exténués. Oh oui, j'avoue que les effets de la fatigue se font sentir. Je vais tomber dans les bras de Morphée. Je ne vous remercierai jamais assez pour avoir réhabilité la mémoire de mon père. Tous les deux, vous avez toute ma reconnaissance. C'est injuste.
C'est vous qui avez fait tout le travail, et Arsenal Jones recevra les honneurs. Que vous reste-t-il? La satisfaction d'avoir su résoudre une affaire intéressante par ma seule habileté. Et vous aurez le plaisir de relater cette histoire dans votre style habituel, romantique et plein de fioritures. Une femme tout à fait séduisante et charmante. Vraiment, je n'ai pas remarqué